aujourd'hui, dimanche 14 septembre 2020, Inalpina par radio-téléphone podcast avec François Massuet. Marcel Duchamp, un artiste, respirateur, 1887-1968. En ouverture, 49 secondes bien complètes. Rose, c'est la vie. Rose, c'est la vie. Rose, c'est la vie. Rose is a rose. Une rose est une rose. Rose is a rose. Rose is a rose. Une rose est une rose. Une rose est une rose. Rose, c'est la vie. Rose, c'est la vie. Une rose est une rose. Rose is a rose. Rose est une rose. Une rose est une rose. Rose, c'est la vie. Rose, c'est la vie. Alors maintenant, aborder Marcel Duchamp. C'est un peu dire un parcours en zigzag quasiment peu possible, disons potentiel, probable, putatif, car plus on avance en zigzag sur les chemins de Marcel Duchamp qui s'entrecroisent, on en découvre au moins une bonne vingtaine. Et tous, ils s'entrecroisent. Car Marcel Duchamp, tout au long de sa vie, et surtout vers la fin de sa vie, déclare qu'il est un respirateur et que la seule chose fondamentale, c'est de respirer. Et pour bien respirer, il est nécessaire de ne jamais travailler. C'est-à-dire de jamais devenir, sous quelque forme que ce soit, l'esclave d'un travail, qu'il soit artisanal, ouvrier, intellectuel, artistique, ingénieur, technocrate, ne jamais travailler. Et Marcel Duchamp a été, je ne dis pas influencé, mais il a lu attentivement le fameux livre, le petit livre du gendre de Marx, Paul Lafargue, Éloge de la paresse. Bien sûr, Duchamp ne parle jamais de Fourier, mais il sait que Fourier existe, mais il ne sait pas que Fourier avait déjà ouvert cette porte. Ne jamais travailler, c'est inventer un phalanstère,
fabrication. Mais il dit lui-même, non art, non art, non artiste, au-delà de tout cela, au-delà de tout cela. Et en effet, ça peut intéresser absolument tout le monde. Mais malheureusement, ce qu'on appelle le peuple, parfois la populace ou le monde d'en bas, est lui aussi, bien sûr, préfabriqué, conditionné, disons le terme employé au XIXe siècle, pas XVIIIe siècle, aliéné, aliéné. Et pourquoi? Pourquoi? Mais Duchamp le dit. Duchamp, dans les années 12, en 1912, il découvre Max Stirner, l'unique et sa propriété, comme son ami Picabia, et comme quasiment au même moment Nietzsche, le gai savoir et Zarathustra. Et là, bien entendu, il découvre aussi Jarry, c'est-à-dire la théorie de l'exception, la théorie de l'unique, dit Stirner, ou de la singularité, dit Jarry. Mais Jarry lui-même a lu, à la fin du 19e, dans les années 90, Nietzsche en allemand, comme Stirner. Mais personne n'en parle, quasiment personne. Évidemment, parce qu'il a fait, lui, le constat de cela. Il a bien vu que tout tableau, quel qu'il soit, après l'impressionnisme, il y a le post-impressionnisme, il y a le pointillisme, avec Seurat, Signac, puis il y a le fauvisme, l'expressionnisme, ce qu'on appelle le cubisme, le surréalisme, et Duchamp voit très bien le futurisme, le vorticisme, il voit très bien le constructivisme, etc., le suprématisme, il voit très bien et très clairement, ce sont des constructions, dedans, dehors, subjectif, objectif, abstraction, figuration, tout cela, c'est de la foutaise. Car, quelque part, dit-il, le peintre, quand il peint son tableau, il est déjà ready-made, puisqu'il peint son tableau sur une feuille ou sur une toile qui est préfabriquée, ou sur un papier qui est préfabriqué, dans un cadre, une mesure de temps, de mètres, de centimètres, qui sont préfabriqués, déterminés déjà par le marché. S'il veut l'exposer dans une galerie, dans un musée, ou pour le collectionneur, la peinture elle-même est préfabriquée. Duchamp n'est pas stupide, il sait très bien que on ne peint déjà plus à l'huile, on le peint avec des tubes. Certains appellent ça le cubisme. On peint avec des tubes depuis le milieu du XIXe siècle, car la chimie a évolué. On ne peint plus à l'huile comme au XVIe siècle. Et avant le XVIe siècle, à l'époque romaine ou grecque, on ne peignait pas à l'huile. C'est absurde. Et toute la conception de la peinture avant l'impressionnisme, ce que c'est l'impressionnisme, c'est une conception entièrement connue par la Renaissance, le retour au gréco-romain. Duchamp le sait parfaitement. C'est absurde, c'est grotesque, mais c'est même, quand on ose parler de chef-d'œuvre, quand on ose parler de la beauté de l'art, c'est une escroquerie. Bon, involontaire, pire encore que volontaire, une escroquerie inconsciente. Donc, quand on choisit aussi le pinceau est préfabriqué. On va l'acheter dans la boutique. Tout est préfabriqué. Et la manière de faire le tableau. Et pourquoi on fait un paysage. Et pourquoi on fait de la perspective. Et pourquoi on ne fait pas de perspective. Évidemment, tout cela. Bon, voilà. Alors déjà, Duchamp, bien entendu, c'est lui l'inventeur. C'est pas l'inventeur, c'est le réinventeur. Cette fois d'une manière extrêmement claire. On dit que c'est un esprit intellectuel. Non, c'est un esprit tout simplement qui voit les choses, qui les voit tout simplement. C'est lui qui
l'art des avant-gardes du XXe siècle, quand ils étudient Duchamp, au moins jusqu'en 1980, et par la suite, la plupart oublient que le premier Rédimed s'appelle Erratum Musica. Là, on ne va pas épiloguer sur l'erratum musical, mais l'erratum musical, disons les trois, c'est-à-dire l'œuvre complète de Marcel Duchamp autour de l'erratum musical, n'est joué à New York qu'en 1974, enregistré et publié sous forme d'un disque carré 33 tours par la nouvelle fondation Multipla. Et c'est le premier disque de la série des disques Multipla à Milan, grâce au passionné qui n'est pas collectionneur, qui est simplement passionné, amoureux, affection passionnée pour toutes les expérimentations de son époque, et en particulier, bien entendu, les expérimentations fondamentales après Duchamp et Dieck de Fluxus, Kino, Dimaggio. Et ce fameux disque n'a jamais été republié depuis 1976. Il va sans doute paraître en 2021 dans la collection méconnue mais célèbre Erratum Musical à Paris. Alors, rien qu'un petit tour, maintenant nous allons continuer ce petit tour, nous pourrions ensuite continuer. Duchamp, donc, ne fera plus de tableaux. Il y a déjà eu le scandale de 1912 avec le nu descendant l'escalier, scandale à Paris, bon, et cette fait partie bien sûr de la compagnie des peintres de l'époque. Hein. Et il fera un deuxième scandale à New York en 1917, où là, j'imagine, avec un peu de naïveté, que le jury pour l'exposition de New York sera moins stupide que celui de Paris. Et le jury dit toute œuvre qui sera présentée sera admise. Les gens disent ok les amis. Et il fait présenter par quelqu'un de ses connaissances, signé Muth, le fameux urinoir renversé, Fontaine, scandale total. On cache et on perd cette fameuse Fontaine derrière un paravent. Et que j'en dis, messieurs, vous aviez dit pas de censure. Vous avez censuré. Je m'en vais. Je lève mon chapeau. Alors il faut qu'on comprenne ça. Duchamp ici a produit un gag. Pas du tout une rébellion. Un anti-art. Absolument pas. Il a proposé quelque chose qu'il ne pensait pas qu'elle serait refusée. C'était la naïveté. Et là, il a compris. Il a compris qu'il avait touché et dans la préfabrication du jury. Le jury ne pouvait pas admettre quelque chose qui ne ressemblait pas, quelque part, à de la sculpture. Et en plus, un urinoir. Mais qui ne ressemble plus à un urinoir dès qu'on le retourne. Fontaine. Et tout ce qu'on raconte du urinoir qui est devenu un objet mythique à Pompidou, c'est de la foutaise. Alors, qu'est-ce qu'il invente là, à cette époque-là, Duchamp? Il invente ce qu'on pourra appeler plus tard, un dispositif, un arrangement. Et en effet, on va le voir à l'œuvre en 1937, où il va concevoir, avec son ami Dali, l'installation de la première exposition
l'exposition Eros, invraisemblable exposition de 1959 chez Daniel Cordier. Et enfin, il collabora à la dernière exposition en 65, à Paris toujours, avec un rivage, avec l'écart absolu. Et l'écart absolu est un hommage à Charles Fourier. Donc la boucle est bouclée. Et là, nous allons très vite, hein, bien sûr, parce qu'on n'a pas le temps de voir tout cela. Et Duchamp, dès 1913, avec Erratum musical et la suite Véridimède, aborde la question du langage. Tous ces titres sont codés. Tous les titres sont soit des calembours, des jeux de mots, sous forme de calembours, sous forme de palindrome, sous forme d'anagramme ou d'acronyme. Ah oui, alors qu'on a découvert ça, car en 1912, il découvre le prince des poètes, Jean-Pierre Brisset, dont Marc Desimo va publier l'œuvre complète ainsi que sa thèse dans les années 2000 dans la collection célèbre et méconnue L'écart absolu aux presses du réel, fondée par Michel Héroux, Didier Woolf. Alors, évidemment, là nous abordons en zigzag cette figure invraisemblable qui a suscité des centaines et des centaines de catalogues, livres, essais, articles, et qu'on peut considérer comme le penseur de l'écart absolu au XXe siècle. Car il est difficile d'ignorer, et on l'ignore souvent, que Duchamp agit aussi avec, par exemple, son ami Van Rey. C'est son ami Van Rey qui fait les photos d'Hérédimède des années 17 aux années 20 et quelques, et qui fait les photos des différentes transformations de Duchamp en femme, avec la barbe, etc. etc. Bon, c'est-à-dire que ici, il y a un aspect de Duchamp transformateur, transformiste, qui refuse aussi l'aliénation de l'homme, c'est-à-dire ici, l'homme pourrait être une femme, c'est par hasard qu'il est un homme, il pourrait être une femme, c'est pour cela qu'il se déguise d'ailleurs en femme, ou qu'il se déguise en homme.
d'ouverture, 49 secondes de respiration. Ich bin, je suis, yo soy, sum, yo sono, ich bin, I am, yo soy.